L'activité de Montaigne, du mouvement au château, volet 1 sur 5. Chère auditrice, chers auditeurs, je n'aborderai pas dans cette série la pensée et la philosophie de Montaigne, ni même ses missions diplomatiques. Je vous propose ici une facette méconnue de l'activité de Montaigne. Cette conférence s'appuie notamment sur une thèse remarquable d'un universitaire francophile, Georges Hoffmann, La carrière de Montaigne, traduite par Pierre Gauthier et parue aux éditions Honoré Champion en 2009. Peu de travaux ont été réalisés sur la pratique et les conditions de l'écriture. Il nous brosse un portrait flamand de l'auteur dans son travail de création des essais soumis aux contraintes de la vie. Nous sommes en 1570, Montaigne quitte et vend sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux pour reprendre le domaine familial à la demande de son père, Pierre Esquem, mort 2 ans plus tôt. C'est un homme du monde qui dirige profitablement sa propriété. Il y conduit également ses affaires, dont il ne parle quasiment pas, tout en ayant une vie publique active. L'écriture n'est donc pas son métier, même s'il se met en retraite de son activité parlementaire avec le dessein affirmé d'écrire sans recherche réelle d'autarcie. Les travaux d'Hoffmann imposent aux spécialistes de reconsidérer d'une certaine manière la réalité de la retraite de Montaigne. Il n'est pas le penseur idéalisé, solitaire dans sa librairie, comme les auteurs du XVIIe l'ont enfermé pour des siècles à l'esprit des lecteurs, ni même comme certains écrivains l'ont imaginé à l'égard de leurs prédécesseurs. Montaigne n'a probablement pas beaucoup de temps pour les loisirs, comme on peut l'entendre aujourd'hui. D'ailleurs, le terme est inapproprié pour l'époque, car son profil est très éloigné de celui des aristocrates de Versailles. La gestion du ménage, c'est le pilotage des affaires domestiques. Les manuels d'économie rurale, comme Economicus de Xénophon, ouvrage traduit par La Boétie sous le titre de la ménagerie et publié par Montaigne en 1571, ont un réel succès auprès des propriétaires détenant la charge de pareils domaines. Au-delà du cheminement de sa pensée et de l'influence de ses lectures, Montaigne est un patron propriétaire conscient de ses impératifs économiques. Son domaine lui assure de percevoir une grande partie de ses revenus. Montaigne est en réalité un travailleur minutieux, attentif et régulier, qui suit avec engagement le but qu'il s'est fixé, s'acquittant, sans y prendre un réel plaisir, des obligations et contraintes qu'impose le gouvernement de ce que nous nommons aujourd'hui une exploitation agro-viticole. Il veille avec son épouse Françoise de la Chassaigne au bon fonctionnement de sa propriété. Durant ses absences, mission ou voyage, il lui délègue les pleins pouvoirs en totale confiance, tâche dont elle s'acquitte parfaitement. Écrire dans un tel lieu est une aventure et l'activité chargée de Montaigne n'en facilite pas la régularité. Il veut écrire chez lui, mais il doit en accepter le caprice des occasions, avec des pauses et intervalles qui peuvent tenir plusieurs mois. Chateaubriand exprimera toutes ses difficultés à maintenir le ton et l'unité de ses mémoires pour les mêmes raisons. Les 20 années consacrées par Montaigne à son livre ne représentent arithmétiquement, sur la durée, qu'en moyenne 60 pages par an seulement. Son travail se concentrait en réalité sur 4 ou 5 périodes. N'oublions pas qu'il est pris sur les routes autant pour son activité que pour son agrément. S'il n'était pas aisé pour les classes sociales élevées de maintenir leur niveau de vie, il n'était pas commode aux auteurs du XVIe et XVIIe siècle de pouvoir publier, encore moins de gagner leur vie par l'écriture. Très rares sont à l'époque les auteurs qui vivent de leur plume. La publication demande des efforts et sacrifices rebutants. Érasme, Ronsard, Michel de l'Hôpital, Montaigne, comme tant d'autres de l'époque, s'impliquent aussi pour l'honneur dans leurs affaires. Écrire est une activité laborieuse pour laquelle il faut accepter de pouvoir s'engager dans un processus complexe et coûteux. Au XVIe, les propriétaires de domaines avaient une relation de proximité avec leurs gens et la noblesse se faisait honneur de rester sur ses terres. C'est une France pleinement rurale. Michel de l'Hôpital, que Montaigne admirait, après avoir quitté ses charges publiques 2 ans avant Montaigne, s'est également occupé de sa ferme de Vignay. Il louait tout le plaisir qu'il trouvait aux vertus rurales. Semer, récolter, s'occuper des animaux et de la basse-cour, et recevoir ses amis au logis lui était si précieux. Allons quelques instants au château. Situé aux portes de Bergerac et de Saint-Émilion, le domaine occupe une situation stratégique entre le Périgord, la vallée de la Dordogne et le Bordelais.
Bordeaux compte à cette époque environ 25 000 habitants quand Rouen, Toulouse et Lyon en font plus du double avec Paris approchant 300 000 âmes. Il faut compter une bonne journée pour faire les 12 lieues, soit 60 km de trajet Saint-Michel-de-Montagne-Bordeaux, avec le franchissement parfois périlleux, selon le flux des marées, des bacs de la Dordogne et de la Garonne. Pénétrons un instant dans la tour d'entrée de l'enceinte du château de Montaigne. Au rez-de-chaussée, sa chapelle. Au-dessus, au premier étage, une chambre et sa suite. Au deuxième étage, sa librairie, la fameuse bibliothèque. La pièce est dépourvue de cheminée. À sa suite, plus en retrait et uniquement accessible de la librairie, il dispose d'un cabinet exigu chauffé, donnant sur les cours intérieures et extérieures. De la fenêtre de son cabinet et des trois de la librairie, il peut contrôler ce qui se passe d'essentiel aux 4 points cardinaux. Une configuration adéquate pour être au contact de ces gens et rester ouvert au monde, tout en pouvant toutefois être plus en retrait. Cet étage est aussi le cœur administratif du domaine viticole boisé de près de 400 hectares. Une centaine de personnes travaillent au château, en plus d'une vingtaine de domestiques et un secrétaire. Vous pouvez imaginer sans peine le mouvement et le bruit permanent du lieu, les écuries, ateliers et dépendances, les presses à l'automne, le passage permanent, le cri des enfants et l'activité des gens à leurs tâches. Rythmant la journée, une grosse cloche sonne tous les jours, un tintamarre qui l'apprivoise sans offense. De cet endroit, il a l'œil sur ses cultures et traite ses affaires. Il s'occupe de commercialiser le vin et les produits de la ferme auprès des marchands de la région. Il tente d'y pratiquer l'otium, c'est-à-dire le loisir lettré comme le faisait Cicéron. Il est à l'opposé de Descartes qui, 40 ans plus tard, travaillait dans un espace isolé et coupé du monde. À ce mouvement se mêlent les visites d'affaires, la venue de voisins et amis nombreux et la présence de la famille. On reçoit beaucoup chez les Montagnes, assez librement et parfois en grande compagnie. Recevoir n'est pas de tout repos et le couple Montagne s'y applique. Cependant, les visites communes ennuient Michel. Il se tient muet souvent, rêveur et n'entre pas dans les bavardages et les usages de la courtoisie. Il y a aussi les invités de marque et de la noblesse. Henri de Navarre est venu à 2 reprises avec son aéropage en 1584 et 1587. Quand les Montagnes reçoivent, leurs invités dorment souvent au château. L'endroit est isolé et les conditions de circulation moins aisées qu'aujourd'hui. Fin du volet 1 sur 5 de l'activité de Montaigne. Suite au volet 2 sur 5. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre attention. Claude Jansonnel.